Il y a des secrets qui peuvent transformer un homme ordinaire en légende vivante, et Jules Chanet possédait le plus grand secret de l'histoire du sport automobile français. Dans ce garage délabré de Villeneuve-sur-Marne, où l'humidité rongeait les murs et où la peinture s'écaillait comme des larmes séchées, cet homme de 42 ans passait ses journées à réparer de vieilles voitures pour quelques euros. Les mains perpétuellement noires de cambouis, le visage marqué par 5 années de labeur anonyme et de silence volontaire. Personne, dans ce petit village de banlieue parisienne, ne se doutait que Jules avait autrefois été le pilote le plus redoutable de sa génération, celui qu'on surnommait respectueusement le dieu du volant dans les paddocks internationaux, l'homme qui avait remporté 3 championnats du monde consécutifs avant de disparaître mystérieusement au sommet de sa gloire. Les habitants du village le connaissaient seulement comme ce mécanicien discret qui réparait leurs automobiles avec une précision remarquable, ignorant totalement qu'il côtoyait quotidiennement une légende vivante qui avait choisi l'exil et l'anonymat pour des raisons que personne ne pouvait imaginer. Jules avait délibérément effacé toute trace de son passé glorieux, se contentant de cette existence humble où chaque geste technique lui rappelait douloureusement ce qu'il avait été et ce qu'il avait perdu dans cette course tragique qui avait changé sa vie pour toujours. Le garage familial des Dubois survivait difficilement à la crise économique qui frappait la région et Pierre Dubois, le propriétaire septuagénaire, luttait chaque mois pour payer ses factures et conserver cet atelier que son père avait fondé 50 ans auparavant avec l'espoir de le transmettre à ses descendants. Ce matin de novembre, alors que la première gelée blanche recouvrait les toits du village et que l'air mordant s'infiltrait par les fissures des portes mal ajustées, Jules travaillait silencieusement sur une vieille Peugeot 205 qui refusait de démarrer depuis plusieurs jours malgré tous ses efforts. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale, chaque manipulation révélant cette expertise technique que seuls possèdent ceux qui ont passé des années à comprendre intimement le langage secret des moteurs les plus sophistiqués. Pierre Dubois observait Jules avec cette admiration mêlée d'incompréhension qu'il éprouvait depuis 5 ans envers cet employé mystérieux qui réparait les voitures les plus complexes avec une facilité déconcertante, comme s'il possédait une connaissance intuitive des mécaniques que même les meilleurs ingénieurs automobiles ne maîtrisaient pas. Soudain, 3 voitures de sport rutilantes s'arrêtèrent devant le garage dans un crissement de pneus qui fit trembler les vitres poussiéreuses de l'atelier, déversant sur le pavé une équipe de jeunes pilotes en combinaison flamboyante qui arboraient les couleurs de l'écurie Thunder Racing, l'une des formations les plus prestigieuses du championnat de France. Le chef d'équipe, un homme d'une 30aine d'années, au regard arrogant et aux manières hautaines, entra dans le garage en examinant les lieux avec un mépris évident, suivi de ses 2 pilotes vedettes qui affichaient cette assurance désinvolte caractéristique de ceux qui ont toujours vécu dans le luxe et la facilité. Ils venaient chercher des pièces détachées pour leur bolide de compétition, mais surtout, ils cherchaient à intimider les habitants du village pour s'approprier la route de montagne qui serpentait au-dessus de Villeneuve-sur-Marne. Tracé exceptionnel que toutes les écuries convoitaient pour leurs entraînements privés, mais que les villageois refusaient de céder par respect pour leur tranquillité et leur sécurité. Marc Delacroix, le chef de l'écurie Thunder Racing, proposa alors un marché qui ressemblait davantage à un chantage déguisé, une course automobile entre ses pilotes professionnels et les meilleurs conducteurs du village, l'enjeu étant l'usage exclusif de la route de montagne pendant toute la saison d'entraînement. Pierre Dubois et les habitants présents échangèrent des regards inquiets, conscients qu'aucun d'entre eux ne possédait les compétences nécessaires pour affronter des pilotes de ce niveau dans une compétition officielle. Mais l'alternative proposée par Delacroix était encore pire. Un dédommagement financier de plusieurs centaines de milliers d'euros que le village ne pourrait jamais rassembler. C'est à ce moment précis que Jules releva la tête de son travail, s'essuya lentement les mains sur son bleu de travail taché et prononça d'une voix calme mais ferme ces mots qui allaient déclencher une série d'événements extraordinaires. « Monsieur Delacroix,
Je relève votre défi. » Le silence qui s'installa dans le garage fut si total qu'on aurait pu entendre voler une mouche, tous les regards se tournant vers cet homme ordinaire, en apparence qui osait défier les champions de la vitesse avec la tranquillité de celui qui possède une certitude absolue. Marc Delacroix éclata d'un rire méprisant qui résonna contre les murs humides du garage. Incapable de concevoir qu'un simple mécanicien de village puisse représenter le moindre défi pour ces pilotes professionnels entraînés sur les plus grands circuits européens. Mais quelque chose dans l'expression de Jules, cette lueur particulière qui brillait dans ses yeux sombres, fit taire progressivement les rires moqueurs et installa une tension palpable dans l'atmosphère confinée de l'atelier. Les villageois, Pierre Dubois en tête, regardaient Jules avec un mélange d'admiration pour son courage et d'inquiétude pour les conséquences de son audace, ignorant qu'il venait d'assister aux premiers instants de la renaissance du plus grand pilote automobile de tous les temps. Marc Delacroix accepta le défi de Jules avec l'amusement condescendant d'un maître qui s'apprête à donner une leçon d'humilité à un élève présomptueux, convaincu que cette confrontation se transformerait rapidement en démonstration écrasante de la supériorité technique de ces pilotes professionnels sur les amateurs locaux. Les conditions de la course furent établies dans l'atmosphère électrique du garage, sous les regards anxieux des villageois qui commençaient à réaliser l'ampleur des enjeux de cette compétition improvisée. 3 épreuves distinctes se dérouleraient sur la route de montagne tant convoitée, chacune testant des aspects différents de la maîtrise automobile, depuis la précision technique jusqu'à la vitesse pure en passant par l'endurance et la stratégie. Jules écouta attentivement les règlements énoncés par Delacroix, hochant la tête avec cette sérénité troublante qui caractérisait tous ses gestes depuis 5 ans, comme si rien de ce qui se passait autour de lui ne pouvait l'affecter profondément. Pierre Dubois tenta discrètement de dissuader son employé de participer à cette compétition suicidaire, lui rappelant que les pilotes de Thunder Racing possédaient des années d'expérience en compétition internationale et des voitures sophistiquées valant des centaines de milliers d'euros, tandis que Jules ne disposait que d'une vieille BMW série 3 que l'atelier utilisait pour les livraisons de pièces détachées. Mais Jules refusa poliment les conseils de prudence, expliquant avec une simplicité désarmante qu'il avait confiance en ses capacités et qu'il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de défendre les intérêts légitimes de sa communauté d'adoption. Les habitants du village se pressèrent autour de lui pour lui souhaiter bonne chance, certains lui glissant discrètement des encouragements, d'autres lui proposant leur aide pour préparer son véhicule, tous ayant conscience qu'ils assistaient à un moment historique qui marquerait la mémoire collective de Villeneuve-sur-Marne pour les générations futures. La nouvelle de cette course extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans tout le département, attirant des centaines de spectateurs venus de Paris et de banlieue pour assister à cette confrontation inédite entre les professionnels de la vitesse et l'homme ordinaire qui avait osé les défier. Des journalistes de la presse automobile arrivèrent en masse, intrigués par cette histoire rocambolesque qui promettait soit un fait divers amusant, soit une sensation sportive majeure selon l'issue de la compétition. Jules passa les 3 jours précédant la course à préparer méticuleusement sa vieille BMW, travaillant jour et nuit dans l'atelier pour optimiser chaque composant du moteur, ajuster la suspension, calibrer les freins avec cette précision maniaque que seuls possèdent les perfectionnistes absolus. Pierre Dubois et sa fille Claire, mécanicienne talentueuse de 28 ans qui avait toujours admiré l'expertise technique de Jules, l'aidèrent dans ses préparatifs en fournissant les outils et les pièces nécessaires, impressionnés par la méthodologie scientifique avec laquelle leur employé transformait cette automobile banale en machine de course potentiellement redoutable. Jules ne révéla jamais les secrets techniques qu'il appliquait à la préparation de son véhicule, se contentant de sourire mystérieusement quand on l'interrogeait sur l'origine de ses connaissances en mécanique de compétition, laissant entendre qu'il avait beaucoup appris en réparant toutes sortes de voitures pendant des années. La veille de la course,
Quand Jules fit vrombir le moteur de sa BMW transformée pour les derniers réglages, le son qui s'échappa de l'échappement était si pur et si puissant que même Marc Delacroix, venu espionner les préparatifs de son adversaire, ne put cacher sa surprise face à la qualité du travail accompli par ce mécanicien qu'il avait sottement sous-estimé. Le matin de la course, l'affluence était telle sur la route de montagne que les gendarmes durent organiser la circulation pour éviter les embouteillages, tandis que les caméras de télévision installaient leurs équipements pour retransmettre en direct cette compétition qui passionnait déjà toute la France. Jules arriva au point de départ avec sa BMW fraîchement repeinte aux couleurs du garage Dubois, véhicule qui paraissait dérisoire face au bolide ultramoderne de Thunder Racing, mais qui dégageait une aura particulière, comme si l'âme de son pilote avait imprégné chaque centimètre carré de sa carrosserie. Les deux pilotes professionnels de Delacroix, Sébastien Moreau et David Lambert, observaient Jules avec un mélange d'amusement et d'agacement, incapables de comprendre comment ce mécanicien anonyme pouvait manifester une telle confiance face à l'épreuve qui l'attendait. Quand Jules prit place derrière le volant de sa voiture pour les ultimes vérifications avant le départ, quelque chose changea imperceptiblement dans son attitude. Ses gestes devinrent plus précis, son regard plus intense, sa posture plus assurée, comme si le simple contact avec les commandes d'un véhicule de course réveillait en lui des instincts endormis depuis des années. Pierre Dubois et Claire se tenaient au premier rang des spectateurs, le cœur battant d'appréhension et de fierté, conscients que leur employé mystérieux était sur le point de révéler une facette de sa personnalité qu'ils avaient soupçonnée sans jamais oser l'imaginer. Le signal de départ retentit dans l'air matinal, et Jules démarra avec une fluidité si parfaite que même les commentateurs sportifs présents sur place ne purent s'empêcher de remarquer l'élégance naturelle avec laquelle cet homme supposé amateur maîtrisait les premières secondes de la course, laissant présager que cette compétition réservait encore bien des surprises aux spectateurs privilégiés de ce spectacle automobile exceptionnel. La première épreuve consistait en un slalom chronométré entre des cônes disposés sur un parcours technique qui testait la précision du pilotage et la maîtrise parfaite du véhicule dans des conditions de vitesse contrôlées. Exercice apparemment simple qui révélait en réalité toutes les subtilités de l'art automobile. Sébastien Moreau, premier pilote de Thunder Racing, prit le départ avec sa Porsche dernière génération et réalisa un temps remarquable de 1 minute et 47 secondes, performance qui déchaîna les applaudissements du public et confirma le niveau exceptionnel des professionnels engagés dans cette compétition. David Lambert améliora encore ce résultat avec un chrono de 1 minute et 44 secondes. Démonstration technique éblouissante qui semblait condamner définitivement les chances de Jules face à des adversaires d'un tel calibre. Quand vint le tour du mécanicien de Villeneuve-sur-Marne, un silence respectueux s'installa parmi les spectateurs qui attendèrent de voir comment cet homme ordinaire allait se comporter face au défi technique le plus exigeant de sa vie, probablement. Jules ajusta calmement ses rétroviseurs, vérifia une dernière fois ses réglages, puis démarra avec une accélération si parfaitement dosée que sa vieille BMW sembla soudain animée d'une vie propre, glissant entre les cônes avec une fluidité qui tenait du balai mécanique. Chaque virage était négocié avec une précision millimétrique, chaque changement de direction s'effectuait avec une anticipation parfaite qui révélait une compréhension instinctive des lois de la physique appliquées à la conduite automobile. Spectacle hypnotique qui clouait littéralement sur place tous les témoins de cette démonstration extraordinaire. Les chronométreurs officiels crurent d'abord à une erreur de leurs instruments quand ils annoncèrent le temps réalisé par Jules. 1 minute et 38 secondes. Performance qui pulvérisait les records précédents et plaçait d'emblée ce pilote mystérieux dans une catégorie technique supérieure à celle des professionnels confirmés. Marc Delacroix ne parvenait pas à dissimuler sa stupéfaction face à ce résultat qui bouleversait toutes ses certitudes sur les hiérarchies du sport automobile, tandis que les journalistes présents se précipitaient vers leur téléphone pour alerter leur rédaction de la sensation sportive qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Les villageois explosèrent de joie,
portant au nu leur champion inattendu qui venait de prouver que les miracles existaient encore dans le monde impitoyable de la compétition moderne. Mais Jules resta parfaitement impassible, se contentant de sortir calmement de sa voiture, comme s'il venait d'accomplir un geste technique de routine. La deuxième épreuve fut une course d'endurance sur 15 km de route de montagne. Parcours sinueux qui exigeait non seulement de la vitesse pure, mais aussi une stratégie de pilotage élaborée pour ménager le matériel tout en maintenant un rythme soutenu. Cette fois, les trois concurrents prirent le départ simultanément, transformant l'épreuve en véritable course où tous les coups étaient permis dans le respect des règles de sécurité élémentaires. Jules prit immédiatement la tête de la course avec une autorité tranquille qui stupéfia ses adversaires, sa BMW paraissant défier les lois de la gravité dans les épingles à cheveux les plus serrés, frôlant les glissières de sécurité avec une précision qui donnait le vertige aux spectateurs massés le long du parcours. Sébastien Moreau tenta plusieurs fois de dépasser cette voiture qui semblait possédée par l'esprit de la vitesse. Mais chaque tentative se soldait par un échec face à un pilote qui anticipait toutes ses manœuvres avec plusieurs secondes d'avance, bloquant chaque ouverture avec une intelligence tactique déconcertante. Kilomètre après kilomètre, Jules creusait l'écart avec ses poursuivants, sa conduite révélant cette science du pilotage que seuls possèdent les champions authentiques, cette capacité mystérieuse à faire corps avec leurs machines pour transcender les limites physiques apparentes de la mécanique. Au terme de cette épreuve d'endurance, Jules franchit la ligne d'arrivée avec plus de 30 secondes d'avance sur ses adversaires, marge considérable qui confirmait définitivement sa supériorité technique sur des pilotes pourtant réputés parmi les meilleurs de leur génération. L'atmosphère autour du circuit improvisé était maintenant électrique, les spectateurs ayant pris conscience qu'ils assistaient à un événement historique qui resterait gravé dans les annales du sport automobile français. Marc Delacroix dut se rendre à l'évidence. Ce mécanicien anonyme possédait un talent exceptionnel qui dépassait largement tout ce qu'il avait pu voir dans sa longue carrière de manager sportif. Et il commençait à se demander si son équipe n'était pas en train de subir l'humiliation de leur existence face à un adversaire dont il ne connaissait rien. Jules accepta les félicitations des organisateurs avec la même simplicité naturelle qu'il montrait dans toutes les circonstances de sa vie quotidienne. Mais les observateurs les plus attentifs remarquèrent cette lueur particulière qui brillait maintenant dans ses yeux, comme si la compétition automobile avait réveillé en lui une passion longtemps endormie. La troisième et dernière épreuve allait être décisive pour l'attribution de la victoire finale. Une course de vitesse pure sur 10 km de ligne droite et de grandes courbes rapides. Terrain de jeu idéal pour les bolides de Thunder Racing, qui pouvaient enfin exploiter leur supériorité mécanique théorique face à la vieille BMW de Jules. Mais ce dernier avait prouvé à 2 reprises que le talent du pilote pouvait transcender toutes les différences matérielles, et l'issue de cette confrontation finale restait plus incertaine que jamais dans l'esprit des spectateurs qui retenaient leur souffle avant l'ultime bataille de cette journée mémorable. La troisième épreuve représentait l'essence même du sport automobile. La vitesse pure sur un tracé ouvert qui permettait aux voitures d'exprimer pleinement leur potentiel mécanique, domaine où les bolides sophistiqués de Thunder Racing possédaient théoriquement un avantage décisif sur la BMW vieillissante de Jules. Marc Delacroix avait retrouvé une partie de sa confiance initiale en constatant que le parcours final favorisait clairement ses pilotes équipés de machines ultramodernes, développant plus de 400 chevaux, puissance considérable face aux 250 chevaux que pouvait espérer développer la voiture de son adversaire malgré toutes les modifications apportées par ce mécanicien au talent mystérieux. Les 3 concurrents se positionnèrent sur la ligne de départ dans un silence tendu, chacun sachant que cette ultime confrontation déterminerait non seulement le vainqueur de la journée, mais aussi l'avenir de la route de montagne convoitée par l'écurie parisienne. Jules ajusta une dernière fois son casque emprunté au garage du bois,
vérifiant mentalement tous les paramètres de sa voiture avec cette méticulosité obsessionnelle qui caractérisait son approche de la mécanique depuis 5 ans. Puis, posa ses mains sur le volant, avec cette assurance tranquille qui impressionnait tous ceux qui l'observaient. Le signal de départ résonna dans l'air cristallin de la montagne, et les 3 voitures bondirent simultanément dans un concert de moteurs rugissants qui fit vibrer le sol sous les pieds des spectateurs massés sur les hauteurs environnantes. Sébastien Moreau prit immédiatement la tête grâce à la puissance supérieure de sa Porsche, suivi de près par David Lambert qui profitait également de l'avantage mécanique de son équipement professionnel pour distancer rapidement la BMW de Jules dans la première ligne droite du parcours. Pendant les premiers kilomètres, l'écart se creusa progressivement entre les voitures de Thunder Racing et celles du mécanicien de Villeneuve-sur-Marne, confirmant apparemment les prédictions pessimistes concernant l'issue de cette épreuve de vitesse pure, où la supériorité technique devait logiquement l'emporter sur le talent individuel. Mais Jules ne semblait nullement préoccupé par ce retard initial, pilotant sa voiture avec cette économie de geste qui révélait une parfaite maîtrise de son véhicule et de ses possibilités réelles, attendant patiemment le moment opportun pour révéler toute l'étendue de son art. C'est dans les grandes courbes rapides qui serpentèrent vers le sommet de la montagne que la vraie personnalité de Jules se révéla enfin aux yeux ébahis des spectateurs et de ses adversaires. Là où Moreau et Lambert devaient ralentir sensiblement pour négocier ces virages exigeants, lui maintenait une vitesse de passage qui défrayait toutes les lois de la prudence élémentaire, sa BMW épousant la trajectoire idéale avec une précision qui tenait du miracle technique. Kilomètre après kilomètre, Jules grignotait l'avance de ses adversaires en démontrant une science du pilotage qui transcendait toutes les différences de matériel, transformant sa voiture ordinaire en instrument de précision absolue par la seule magie de son talent exceptionnel. Les chronométreurs intermédiaires confirmaient cette remontée spectaculaire qui passionnait les commentateurs sportifs présents pour couvrir l'événement, tous ayant conscience d'assister à une démonstration de pilotage d'une rare intensité qui resterait gravée dans leur mémoire professionnelle. Au 8e kilomètre du parcours, Jules avait comblé la quasi-totalité de son retard initial et se rapprochait dangereusement des leaders qui commençaient à percevoir dans leur rétroviseur cette BMW bleue qui semblait animée d'une volonté propre de victoire. L'épilogue de cette course extraordinaire se joua dans les 2 derniers kilomètres, section particulièrement technique qui combinait virages serrés et lignes droites courtes, terrain idéal pour un pilote capable d'optimiser chaque mètre de trajectoire et chaque changement de rythme. Jules dépassa d'abord David Lambert dans une manœuvre d'une audace folle qui arracha des cris d'admiration aux spectateurs, puis s'attaqua méthodiquement à l'écart qui le séparait encore de Sébastien Moreau, leader de la course depuis le départ et pilote confirmé habitué aux victoires prestigieuses. La bataille finale entre ces 2 hommes fut d'une intensité dramatique extraordinaire, chacun repoussant les limites de sa machine et de son courage personnel pour s'adjuger cette victoire symbolique qui dépassait largement le cadre sportif initial de la confrontation. Moreau défendait sa position avec l'énergie du désespoir, multipliant les changements de trajectoire pour empêcher Jules de trouver l'ouverture décisive. Mais le mécanicien de Villeneuve-sur-Marne possédait cette patience du chasseur authentique qui attend le moment parfait pour porter l'estocade finale. Ce moment arriva à 500 mètres de l'arrivée, dans une courbe particulièrement délicate où Jules réussit un dépassement à la corde d'une audace inouïe qui lui permit de prendre définitivement la tête de la course sous les acclamations délirantes des milliers de spectateurs qui venaient d'assister au triomphe de l'impossible sur la logique apparente. Quand Jules franchit la ligne d'arrivée avec plusieurs longueurs d'avance sur ses adversaires médusés, un silence incrédule s'installa quelques secondes sur la montagne avant que n'explose une ovation monstre qui célébrait la naissance d'une nouvelle légende du sport automobile français.
La victoire écrasante de Jules sur les pilotes professionnels de Thunder Racing déchaîna immédiatement une curiosité intense concernant l'identité réelle de ce mécanicien mystérieux qui venait de révéler des talents de pilotage absolument exceptionnels devant des milliers de témoins. Les journalistes présents se précipitèrent vers lui pour obtenir des interviews exclusives, bombardant cet homme discret de questions sur son passé, sa formation, l'origine de ses compétences extraordinaires en conduite automobile. Mais Jules éludait habilement toutes ces interrogations avec la politesse souriante de celui qui a des secrets importants à préserver. Marc Delacroix, profondément ébranlé par cette défaite humiliante qui remettait en question toutes ses certitudes professionnelles, observait Jules avec un mélange de respect contraint et de curiosité dévorante, incapable de concevoir qu'un simple employé de garage puisse posséder une maîtrise technique supérieure à celle de ses champions confirmés. Les habitants de Villeneuve-sur-Marne portèrent leur héros local en triomphe, célébrant cette victoire inespérée qui sauvait leur route de montagne tout en révélant au monde entier les talents cachés de leurs discrets voisins. Mais Jules refusait poliment tous les honneurs, préférant regagner rapidement l'anonymat de son atelier où l'attendaient les réparations interrompues par cette compétition improvisée. Pierre Dubois et sa fille Claire accompagnèrent de Jules jusqu'au garage dans un silence respectueux, tous deux ayant conscience que leur employé venait de révéler une facette de sa personnalité qui transformait complètement leur perception de cet homme qu'ils croyaient connaître depuis 5 ans. C'est Claire qui osa finalement poser la question que tout le monde se posait depuis la fin de la course. « Jules, qui êtes-vous vraiment ?» Ce simple interrogatoire provoqua chez Jules une réaction qu'aucun des présents ne lui avait jamais vue auparavant. Expression douloureuse qui révélait des blessures profondes enfouies sous des années de silence volontaire. Jules s'assit lentement sur un tabouret de l'atelier, regardant ses mains tachées de cambouis comme s'il y cherchait les réponses aux questions qui le hantaient depuis sa fuite du monde de la compétition automobile, puis commença à raconter d'une voix sourde l'histoire tragique qu'il avait menée jusqu'à ce garage de banlieue. Il révéla qu'il était effectivement Jules Chanet, triple champion du monde de course automobile, légende vivante du sport mécanique qui avait dominé les circuits internationaux pendant 3 années consécutives avant de tout abandonner suite à un accident dramatique qui avait coûté la vie à son coéquipier et meilleur ami lors d'une course de prestige à Monaco. Cet accident, causé par une défaillance mécanique imprévisible, avait provoqué une collision fatale où Jules s'était retrouvé impuissant face à la mort de l'homme qui lui était le plus cher au monde, traumatisme si profond qu'il avait renoncé immédiatement à sa carrière pour disparaître dans l'anonymat le plus complet. Pierre et Claire écoutèrent cette confession avec une émotion croissante, comprenant enfin pourquoi cet homme exceptionnel avait choisi de cacher ses talents extraordinaires derrière l'humble fonction de mécanicien de village, fuyant un passé glorieux souillé par une tragédie dont il se sentait responsable malgré son innocence objective. Jules expliqua comment il avait erré pendant des mois à travers l'Europe avant de s'installer à Villeneuve-sur-Marne, attiré par la tranquillité de ce petit village où personne ne risquait de reconnaître le champion déchu qu'il était devenu, cherchant dans le travail manuel de réparation automobile une forme de thérapie qui l'aidait à supporter le poids de sa culpabilité. Cette révélation expliquait enfin la précision extraordinaire avec laquelle Jules réparait toutes les voitures qui lui étaient confiées, expertise technique acquise au plus haut niveau de la compétition internationale, où chaque détail mécanique peut déterminer l'issue d'une course et parfois la vie d'un pilote. La nouvelle de l'identité réelle de Jules se répandit comme une traînée de poudre dans le monde du sport automobile français, provoquant une véritable onde de choc parmi les professionnels du milieu qui avaient tous pleuré la disparition mystérieuse de leur plus grand champion. Les médias spécialisés consacrèrent leur première page à cette résurrection spectaculaire qui ravivait le souvenir d'une époque dorée où la France dominait les circuits mondiaux grâce au génie d'un homme devenu légendaire.
Plusieurs écuries de prestige envoyèrent immédiatement des émissaires à Villeneuve-sur-Marne pour tenter de convaincre Jules de reprendre la compétition, lui offrant des contrats mirobolants et des conditions exceptionnelles pour effacer ses 5 années d'absence et retrouver sa place au sommet de la hiérarchie mondiale. Mais Jules refusa catégoriquement toutes ces propositions alléchantes, expliquant avec une fermeté tranquille qu'il avait définitivement tourné la page de sa carrière sportive et qu'il souhaitait continuer sa nouvelle existence loin des projecteurs et des pressions du monde professionnel. Cette détermination inébranlable intriguait et impressionnait tous ceux qui tentaient de le faire changer d'avis, révélant une force de caractère exceptionnelle chez cet homme qui préférait la paix intérieure à la gloire extérieure. Pourtant, la démonstration de pilotage qu'il venait d'offrir prouvait que ses talents exceptionnels étaient intacts malgré ses années d'inactivité compétitive, confirmant que les vrais champions possèdent des qualités innées que le temps ne peut effacer. Claire Dubois, profondément touchée par la confession de Jules et par la noblesse de son renoncement volontaire, commença à éprouver pour cet homme des sentiments qui dépassaient largement l'admiration professionnelle, découvrant derrière le pilote légendaire un être humain d'une sensibilité et d'une profondeur remarquables qui donnait à sa beauté masculine une dimension spirituelle troublante. Les semaines qui suivirent la révélation de l'identité de Jules transformèrent complètement l'atmosphère du petit garage familial où travaillait le champion déchu. Établissement modeste qui se retrouvait soudain propulsé au centre de l'attention médiatique nationale et internationale. Des dizaines de journalistes et de fans de sport automobile affluaient quotidiennement à Villeneuve-sur-Marne pour apercevoir la légende vivante qui avait choisi l'exil volontaire après sa tragédie personnelle, transformant ce village tranquille en lieu de pèlerinage pour tous les passionnés de vitesse et de mécanique de précision. Jules supportait cette notoriété retrouvée avec la patience résignée de celui qui a appris à accepter les caprices du destin, continuant obstinément son travail de réparation automobile comme si rien n'avait changé dans son existence quotidienne, refusant poliment tous les interviews et toutes les sollicitations commerciales qui pleuvaient sur le garage. Pierre Dubois, homme simple et discret par nature, se sentait dépassé par cette agitation médiatique qui bousculait ses habitudes séculaires, mais il éprouvait également une fierté immense d'avoir employé pendant 5 ans, sans le savoir, le plus grand pilote de sa génération. Claire, de son côté, observait Jules avec des sentiments de plus en plus complexes, où l'admiration professionnelle se mêlait à une attirance personnelle qu'elle n'osait avouer à cet homme qui lui paraissait désormais inaccessible malgré leur proximité quotidienne dans l'atelier. Cette jeune femme de 28 ans, mécanicienne talentueuse, formée dans les meilleures écoles techniques, avait toujours rêvé de travailler dans le monde de la compétition automobile et découvrir que son mentor quotidien était précisément l'idole de sa jeunesse créait en elle un trouble émotionnel qu'elle peinait à analyser clairement. Jules percevait cette évolution dans le regard de Claire, mais il n'osait interpréter ces signes d'intérêt particulier, convaincu que sa réputation sulfureuse et son passé tragique le rendaient indigne de l'affection d'une femme aussi pure et talentueuse que cette fille de garagiste qui incarnait tout ce que la vie avait de meilleur à offrir. L'arrivée inopinée de Maxime Duboulet, actuel champion du monde en titre et successeur officieux de Jules au panthéon des pilotes français, bouleversa l'équilibre précaire qui s'était installé depuis quelques semaines entre les protagonistes de cette histoire extraordinaire. Ce jeune prodige de 26 ans, arrogant et ambitieux comme le sont tous les champions authentiques, venait chercher la consécration ultime en défiant publiquement celui qu'il considérait comme son prédécesseur direct dans la hiérarchie des légendes du sport automobile français. Maxime proposa à Jules un duel officiel sur le circuit de Magny-Cours, retransmis en direct par toutes les télévisions européennes, affrontement qui permettrait de déterminer définitivement qui méritait le titre de plus grand pilote de l'histoire nationale.
Cette provocation publique mit Jules dans une position délicate, car refuser semblerait confirmer que ses années d'inactivité avaient définitivement altéré ses capacités, tandis qu'accepter signifiait rompre le vœu de retraite sportive qu'il s'était imposé depuis la mort de son ami. Claire encouragea discrètement Jules à relever ce défi, non par esprit de compétition, mais parce qu'elle pressentait que cet homme exceptionnel avait besoin de cette confrontation symbolique pour exorciser définitivement les démons de son passé. Elle lui expliqua avec une psychologie intuitive remarquable que fuir éternellement ne résoudrait jamais le traumatisme de l'accident de Monaco, que seul un retour triomphal sur les circuits pourrait lui rendre la paix intérieure en prouvant que sa passion pour la vitesse restait plus forte que sa culpabilité. Ces conversations nocturnes dans l'intimité de l'atelier créèrent progressivement entre Jules et Claire une complicité émotionnelle qui dépassait largement leurs relations professionnelles habituelles, chacun découvrant chez l'autre une profondeur humaine insoupçonnée qui enrichissait leurs échanges quotidiens. C'est au cours d'une de ces discussions privilégiées que Jules avoua finalement à Claire les véritables raisons de ses réticences à reprendre la compétition. Il avait peur non pas de perdre face à Maxime, mais de redécouvrir cette ivresse de la vitesse qui avait dominé sa vie pendant tant d'années et qui risquait de l'éloigner à nouveau de la simplicité authentique qu'il avait apprise à apprécier dans son exil volontaire. Claire répondit à cette confidence par un aveu encore plus bouleversant. Elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il était devenu dans l'ombre, de ce mécanicien humble et généreux qui avait renoncé à la gloire pour préserver sa conscience, infiniment plus séduisant à ses yeux que la légende internationale qu'il avait été autrefois. Cette déclaration d'amour inattendue toucha Jules au plus profond de son être, lui révélant qu'il pouvait être aimé pour ses qualités humaines plutôt que pour ses exploits sportifs, découverte libératrice qui transformait sa perception de l'avenir et de ses possibilités de bonheur personnel. Ils s'embrassèrent pour la première fois dans l'atmosphère feutrée de l'atelier familial, entourés par l'odeur familière de l'huile moteur et par le silence complice des machines endormies, moment d'émotion pure qui scellait l'union de deux êtres exceptionnels que le destin avait réunis dans les circonstances les plus improbables. Cet amour naissant donna à Jules la force morale nécessaire pour accepter enfin le défi de Maxime, non plus pour satisfaire son orgueil de champion, mais pour prouver à la femme qu'il aimait, qu'il avait surmonté ses démons intérieurs et qu'il était prêt à affronter l'avenir avec sérénité. L'annonce de ce duel historique entre les deux plus grands pilotes français de l'époque moderne déchaîna l'enthousiasme de tous les amateurs de sport automobile européens, transformant cette confrontation privée en événement planétaire qui passionnait des millions de téléspectateurs. La préparation du duel entre Jules et Maxime mobilisa toutes les énergies du garage du Bois pendant les 3 semaines précédant l'événement. Pierre et Claire travaillant jour et nuit aux côtés de leurs champions pour transformer une voiture de série en machine de course capable de rivaliser avec les bolides les plus sophistiqués de la planète. Jules retrouvait progressivement ses réflexes de champion, dirigeant cette préparation technique avec la méticulosité obsessionnelle qui l'avait rendu légendaire pendant ses années de gloire, chaque réglage étant effectué avec une précision millimétrique qui révélait l'étendue de son expertise mécanique. Claire découvrait avec émerveillement la science profonde que possédait son amoureux dans tous les domaines liés à la performance automobile. De l'aérodynamisme à la gestion électronique, en passant par l'optimisation des pneumatiques et la calibration des suspensions, connaissances encyclopédiques acquises au prix de milliers d'heures d'expérimentation sur les circuits les plus exigeants du monde. Cette collaboration technique intensive renforçait encore leur complicité sentimentale, chaque geste partagé autour de la voiture devenant prétexte à des contacts furtifs et à des regards complices qui exprimaient leur bonheur naissant mieux que tous les mots d'amour. Pierre Dubois assistait avec attendrissement à l'épanouissement de sa fille aux côtés de cet homme exceptionnel qui avait apporté dans leur existence la magie d'un rêve devenu réalité, comprenant que Jules représentait pour Claire l'accomplissement de toutes ses aspirations professionnelles et personnelles.
Les médias du monde entier suivaient cette préparation avec une attention passionnée, transformant le petit village de Villeneuve-sur-Marne en centre névralgique de l'actualité sportive internationale, affluence qui perturbait certes la tranquillité habituelle des lieux, mais qui témoignait aussi de l'extraordinaire popularité retrouvée du champion ressuscité. Maxime Duboullay, de son côté, préparait cette confrontation avec l'arrogance caractéristique de la jeunesse triomphante, multipliant les déclarations provocatrices dans les médias pour faire pression psychologiquement sur son adversaire, qu'il accusait de lâcheté pour avoir fui les circuits pendant 5 années consécutives. Ces attaques verbales ne troublaient nullement Jules, qui avait appris durant son exil la relativité de toutes les gloires humaines, mais elles irritaient profondément Claire, qui supportait mal de voir l'homme qu'elle aimait traîner dans la boue par ce jeune prétentieux qui n'avait jamais connu l'épreuve de la vraie souffrance. L'approche de la course créait une tension palpable dans l'atmosphère du garage, chacun ayant conscience que cette confrontation dépassait largement le cadre sportif pour toucher aux questions fondamentales de la rédemption et du pardon de soi. Jules traversait des moments d'angoisse nocturne où revenaient les images traumatisantes de l'accident de Monaco, cauchemar récurrent qui le réveillait en sueur et qui ne s'apaisait que dans les bras réconfortants de Claire, qui veillait sur son sommeil agité avec la tendresse de l'amour véritable. Ces épreuves psychologiques renforçaient paradoxalement la détermination de Jules à remporter cette course symbolique, non plus pour satisfaire son ego personnel, mais pour prouver que les blessures du passé peuvent devenir source de force nouvelle quand elles sont acceptées et transcendées. La veille du grand jour, Jules et Claire passèrent leur première nuit d'amour dans l'intimité de l'appartement modeste qui surplombait l'atelier familial, union charnelle et spirituelle qui apportait aux champions la paix intérieure nécessaire pour affronter sereinement l'épreuve du lendemain. Cette nuit de bonheur parfait effaçait définitivement les dernières traces du traumatisme ancien. Jules, comprenant enfin que la vie lui offrait une seconde chance de bonheur qu'il avait le droit et le devoir de saisir pleinement. Le matin de la course, l'affluence sur le circuit de Magny-Cours était considérable. 100 000 spectateurs ayant fait le déplacement pour assister à ce duel historique qui opposait la sagesse de l'expérience à l'audace de la jeunesse dans une confrontation pure où seul le talent absolu ferait la différence. Jules arriva sur le circuit au volant de sa BMW préparée par l'équipe Dubois, véhicule modeste en apparence mais qui dissimulait sous sa carrosserie banale toute la science technique d'un champion authentique, tandis que Maxime paradait dans sa Formule 1 dernière génération, qui représentait le summum de la technologie automobile contemporaine. L'inégalité apparente du matériel renforçait encore l'intérêt dramatique de cette confrontation, où David affrontait Goliath dans une version moderne du combat mythologique, situation qui excitait l'imagination des commentateurs sportifs et des millions de téléspectateurs qui suivaient l'événement en direct. Claire accompagna Jules jusqu'à sa voiture en lui prodiguant ses derniers encouragements, baiser d'adieu qui fut immortalisé par les photographes présents et qui révélait au monde entier la dimension sentimentale de cette aventure extraordinaire. Quand Jules prit place dans son cockpit et ajusta son casque avec les gestes rituels qui avaient marqué toute sa carrière, quelque chose de magique se produisit. Le temps sembla suspendre son cours et le champion déchu redevint instantanément la légende vivante qui avait fait vibrer des millions de passionnés pendant ces années de gloire. Le signal de départ retentit dans l'air cristallin de cette matinée d'automne, déclenchant une course qui allait écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du sport automobile français. La course entre Jules et Maxime fut d'une intensité dramatique extraordinaire qui tint en haleine les 100 000 spectateurs présents sur le circuit et les dizaines de millions de téléspectateurs qui suivaient cette confrontation légendaire en direct sur toutes les chaînes européennes. Dès les premiers tours, l'inégalité théorique du matériel s'effaça devant la démonstration technique éblouissante que livrait Jules au volant de sa BMW transformée.
chaque courbe négociée avec une précision millimétrique qui révélait l'intégralité de son génie pilotage intact, malgré 5 années d'absence des circuits officiels. Maxime, surpris par la résistance inattendue de son adversaire, qu'il pensait diminuer par sa longue inactivité, dut rapidement réviser sa stratégie initiale et puiser dans toutes ses ressources techniques pour maintenir sa position de leader face à ce revenant qui semblait défier toutes les lois de la logique sportive. Tour après tour, Jules grignotait l'avance du champion en titre avec la patience méthodique du chasseur expérimenté. Sa conduite révélant cette maturité tactique que seuls possèdent les pilotes ayant traversé toutes les épreuves possibles de la compétition automobile internationale. Les commentateurs sportifs peinaient à contenir leur émotion face à ce comeback spectaculaire qui rappelait les plus belles heures de la légende française. Chaque dépassement tenté par Jules, arrachant des cris d'admiration à une foule conquise par le courage de cet homme qui refusait de capituler face à l'adversité. Claire suivait la course depuis les stands avec une tension nerveuse qui lui nouait l'estomac. Consciente que l'homme qu'elle aimait était en train de jouer sur cette piste sa rédemption personnelle et son avenir sentimental, enjeu infiniment plus important que la simple victoire sportive qui passionnait les spectateurs. Pierre Dubois, placé à ses côtés, vivait ces instants magiques avec l'émotion du père fier de voir son protégé accomplir l'impossible sous les yeux du monde entier, réalisant que son humble garage venait de révéler au grand jour le plus grand talent de l'époque contemporaine. C'est au 20e tour de cette course prévue sur 30 tours que se produisit l'événement qui allait marquer à jamais cette journée historique. Jules réussit enfin à dépasser Maxime dans une manœuvre d'une audace folle qui électrisa littéralement les gradins et provoqua une ovation monstre qui fit trembler les structures métalliques du circuit. Cette prise de commandement constituait bien plus qu'un simple changement de position dans le classement momentané. Elle symbolisait la renaissance spirituelle d'un homme qui avait enfin surmonté ses démons intérieurs pour retrouver sa véritable nature de champion authentique. Maxime tenta désespérément de reprendre sa position de leader, multipliant les attaques et les prises de risques qui révélaient autant son talent exceptionnel que sa frustration croissante face à un adversaire qu'il ne parvenait pas à distancer malgré tous ses efforts. Mais Jules contrôlait maintenant parfaitement le rythme de la course, dosant ses accélérations avec la science du pilote accompli qui sait gérer ses ressources pour maintenir son avantage jusqu'à l'arrivée finale. Démonstration tactique qui impressionnait tous les professionnels présents sur le circuit. Les 10 derniers tours furent un festival de pilotage pur, où les 2 champions français repoussèrent les limites de leur machine et de leur courage personnel, offrant aux spectateurs privilégiés un spectacle d'une beauté technique rare qui justifiait à lui seul le déplacement et l'émotion générale. Quand Jules franchit la ligne d'arrivée avec 3 secondes d'avance sur son jeune rival, l'explosion de joie qui secoua les tribunes témoignait de la reconnaissance unanime envers ce champion ressuscité qui venait de prouver que le vrai talent transcende toutes les épreuves du temps et de l'adversité. Cette victoire représentait infiniment plus qu'un simple succès sportif. Elle constituait la validation définitive de la renaissance morale et spirituelle d'un homme qui avait retrouvé sa raison d'être après des années d'errance et de culpabilité stérile. L'après-course fut marquée par des scènes d'émotions intenses qui resteront gravées dans la mémoire de tous les témoins de cette journée exceptionnelle. Jules, épuisé mais radieux, fut littéralement porté en triomphe par une foule en délire qui scandait son nom avec une ferveur quasi religieuse, reconnaissance populaire qui effaçait définitivement les blessures du passé et confirmait son statut de légende vivante du sport automobile français.
Maxime, fair play dans la défaite malgré sa déception évidente, vint féliciter chaleureusement son vainqueur en reconnaissant publiquement la supériorité technique de cet homme exceptionnel qui venait de lui donner une leçon d'humilité magistrale, geste de grandeur qui rachetait ses provocations antérieures et qui révélait la noblesse profonde de ce jeune champion promis lui aussi à un avenir glorieux. Claire se précipita vers Jules dès qu'il descendit de sa voiture, l'embrassant passionnément devant les caméras du monde entier dans un élan d'amour et de fierté qui touchait au cœur tous les romantiques présents sur le circuit. Image symbolique qui incarnait parfaitement la dimension humaine de cette aventure extraordinaire. Pierre Dubois pleurait ouvertement de bonheur en serrant dans ses bras cet employé providentiel qui avait transformé son modeste garage en temple de la légende automobile française, réalisant que sa vie de garagiste de banlieue venait de basculer dans l'épopée grâce à la générosité de cet homme d'exception. Les offres de retour en compétition officielle affluèrent immédiatement de toutes les écuries mondiales, mais Jules déclina poliment toutes ces propositions alléchantes, expliquant avec une sérénité nouvelle qu'il avait accompli sa mission de réconciliation avec son passé et qu'il souhaitait maintenant construire son bonheur personnel aux côtés de la femme qu'il aimait et dans le cadre familial qu'il avait accueilli et révélé. 2 ans après sa victoire légendaire sur Maxime Duboulet, Jules Chanet avait transformé le modeste garage Dubois en centre de formation automobile de renommée internationale où affluaient les jeunes pilotes du monde entier désireux d'apprendre les secrets de la conduite parfaite auprès du maître incontesté de leur discipline. Cette école de pilotage révolutionnaire combinait formation technique traditionnelle et philosophie humaniste. Jules transmettant à ses élèves non seulement les subtilités mécaniques de la performance automobile, mais aussi cette sagesse de vie qu'il avait acquise au prix de ses épreuves personnelles et de sa renaissance spirituelle. Claire, devenue son épouse dans une cérémonie émouvante célébrée dans l'intimité du village qui les avait vus naître à l'amour, dirigeait le département technique de l'école avec une compétence reconnue par tous les professionnels du secteur, prouvant que le talent ne connaît pas les barrières du genre dans un milieu traditionnellement masculin. Leur bonheur conjugal s'épanouissait dans la complicité quotidienne du travail partagé et dans l'accomplissement de leur mission commune de transmission du savoir automobile aux générations futures. Union parfaite entre 2 êtres exceptionnels qui avaient su transformer leur passion individuelle en œuvre collective d'utilité sociale. Pierre Dubois, devenu directeur honoraire de l'établissement qui portait toujours fièrement le nom de sa famille, coulait une retraite heureuse en contemplant la métamorphose extraordinaire de son humble atelier de réparation en institution de prestige international. Transformation qui dépassait tous les rêves qu'il avait pu nourrir pour l'héritage familial. L'école Dubois-Chanet accueillait chaque année une centaine d'élèves, sélectionnés parmi les candidats les plus prometteurs de tous les continents. Formation d'élite qui garantissait à ses diplômés un avenir radieux dans le monde impitoyable de la compétition automobile professionnelle. Jules avait également créé une fondation caritative destinée à aider les familles des pilotes victimes d'accidents de course, œuvre philanthropique qui témoignait de sa volonté de transformer sa propre tragédie en source de solidarité et d'entraide pour tous ceux qui traversaient les mêmes épreuves que lui. Cette fondation finançait non seulement l'assistance matérielle aux veuves et aux orphelins du sport automobile, mais aussi la recherche médicale sur les traumatismes liés aux accidents de vitesse et le développement de nouvelles technologies de sécurité pour les véhicules de compétition. Le bureau de Jules dans l'école conservait en évidence la photo de son ami disparu dans l'accident de Monaco. Mémorial discret qui lui rappelait quotidiennement que sa renaissance personnelle devait honorer la mémoire de celui qui n'avait pas eu la chance de connaître une seconde vie. Claire attendait leur premier enfant, grossesse qui comblait de bonheur ce couple uni par l'amour et la passion partagée, promesse d'une descendance qui perpétuerait peut-être la tradition familiale d'excellence automobile dans les générations futures.
Cette paternité prochaine apportait à Jules une dimension supplémentaire de responsabilité et d'espoir. Conscience aiguë qu'il devait construire un monde meilleur pour accueillir l'enfant qui grandirait dans l'héritage de sa légende. Les anciens rivaux de Jules venaient régulièrement lui rendre visite dans son école. Pèlerinage respectueux qui confirmait son statut définitif de référence absolue en matière de pilotage automobile. Reconnaissance unanime de ses pairs qui effaçait définitivement les blessures du passé. Maxime Duboulet, devenu champion du monde à 3 reprises depuis sa défaite face à Jules, entretenait avec son ancien rival une amitié sincère, basée sur le respect mutuel et l'admiration partagée pour l'art du pilotage parfait, relation qui prouvait que la compétition authentique peut engendrer les plus nobles sentiments humains. Le village de Villeneuve-sur-Marne était devenu un lieu de pèlerinage pour tous les amateurs de sport automobile mondial, transformation économique et touristique qui avait redonné vie à cette commune de banlieue parisienne longtemps oubliée par le progrès et la prospérité. Les habitants du village gardaient une reconnaissance éternelle envers Jules, qui avait apporté la célébrité et la richesse à leur petit territoire. Mais surtout, qui leur avait enseigné par son exemple que la grandeur véritable réside dans l'humilité et la générosité plutôt que dans l'orgueil et l'égoïsme. L'école organisait chaque année un grand prix caritatif ouvert à tous les anciens élèves et aux pilotes professionnels désireux de contribuer aux œuvres philanthropiques de la Fondation, événement sportif et social qui rassemblait l'élite mondiale du sport automobile dans une atmosphère de fraternité et de partage. Ces compétitions permettaient également à Jules de retrouver périodiquement le plaisir de la conduite pure, moment privilégié où il redécouvrait cette ivresse de la vitesse qui avait marqué sa jeunesse tout en savourant la sérénité de sa maturité accomplie. Le soir, quand les élèves regagnaient leur dortoir et que le silence retombait sur les installations de l'école, Jules et Claire se promenaient main dans la main dans les allées du domaine qu'ils avaient créé ensemble, contemplant avec bonheur l'œuvre accomplie et les projets d'avenir qui s'ouvraient devant eux. Leur amour avait grandi et mûri dans l'épreuve partagée, devenant cette complicité profonde qui unit les couples authentiques capables de transformer leurs passions individuelles en construction commune d'une vie riche de sens et d'accomplissement. Jules avait ainsi réussi la plus belle victoire de son existence. Transformer sa chute en renaissance, sa tragédie en sagesse, sa solitude en amour partagé, prouvant que les vrais champions ne se contentent pas de gagner des courses, mais qu'ils savent aussi gagner le respect de leur conscience et le bonheur de ceux qu'ils aiment. Et toi qui m'écoutes maintenant, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui cachait un talent extraordinaire derrière une apparence ordinaire? As-tu déjà sous-estimé une personne à cause de sa condition sociale ou de son travail? L'histoire de Jules nous rappelle que la grandeur véritable ne réside pas dans les titres ou la reconnaissance publique, mais dans la capacité à se relever après une chute, à transformer ses blessures en sagesse et à trouver le bonheur dans l'amour authentique plutôt que dans la gloire éphémère. Si cette histoire t'a touché, laisse-moi un commentaire pour raconter une fois où tu as découvert qu'une personne ordinaire en apparence possédait des qualités exceptionnelles. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile pour lui rappeler que les secondes chances existent toujours. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le talent véritable finit toujours par triompher et que l'amour sincère peut guérir toutes les blessures du passé. Parce que derrière chaque mécanicien, chaque employé modeste, chaque personne que nous croisons sans y prêter attention, se cache peut-être un génie qui attend juste sa chance de briller à nouveau.